On a la release de Asahi Linux et qui ont un petit peu revamp leur site et leur contenu. C'est très chouette parce qu'ils font le groundwork de quelque chose qui va être nécessaire quand même at some point dans notre vie d'informaticien. On peut pas ignorer qu'actuellement, Apple, avec les Mac M1, M2, font des avancées en termes de perf vraiment conséquents, en termes de consommation, en termes d'architecture interne, et ils commencent à courir loin devant. Et donc, petit 1, j'espère que les autres vendeurs vont se mettre à faire un équivalent, donc Intel, AMD et j'en passe, pour qu'on puisse keep up, parce que moi, je n'ai pas envie de passer sous macOS, genre vraiment pas. Et petit 2, donc là, ces gars-là se sont dit, let's go, on va porter Linux pour les Apple Silicon Max. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient commencer par le Mac M1 et faire un gros travail de reverse. Et l'idée, c'est de faire une flavor de Linux qui soit fonctionnelle sur ce genre de proco ultra optimisé. Comme ils le disent, c'est un projet de très longue haleine, c'est beaucoup de reverse de low level, de reverse de hardware, de compréhension, de reverse de GPU, donc c'est violent en vrai. Ils expliquent un peu donc le projet, la roadmap, pourquoi est-ce que c'est légal vu qu'ils vont pas voler du code mais le refaire eux-mêmes et tout. En vrai, c'est prise de tête, c'est un peu relou, mais c'est nice. Et le Who is working on Asahi Linux, le simple fait d'avoir pris le temps de lire un peu les gens qui sont dedans, il y a que des gens qui ont les compétences pour, genre, pour avoir vraiment creusé un peu tous les profils. Il n'y a pas une erreur de casting. Donc, à mon sens, il y a vraiment moyen qu'ils arrivent à le faire en un temps Pourquoi raisonnable. je suis pas dedans? Oh, Parce que ils veulent faire un truc qui marche, ils veulent pas faire un truc qui casse. mais c'est cassé, mais après ça marchera. Tu veux que ça tombe en marche? Again. Exactement. Du coup, tu vois, on a cette chose-là. Je me perds très vite, je suis désolé. Et vraiment, quand tu vois qu'ils ont fait des OS custom, enfin, de tout. Ouais, c'est des malades, c'est des malades. Je vais même pas aller sur le détail, c'est des malades. On a à nouveau un article de YesWeHack, il y en a encore 2-3 dans le pipe pour les prochaines sessions. Et là, ils reviennent sur un truc qui avait été déjà bien présenté par les confs NorthSec de Agari sur Agvertor, mais là, ils viennent dessus encore plus, mais encore plus précise. Et ils montrent un petit peu des moyens de faire des tests et de automatiser du fuzzing encore plus, automatiser de la recherche, les utiliser à bon escient. Et donc, ça permet d'être encore plus précis, d'auto-générer de la donnée aléatoire, etc. Voire même d'invoquer du Python via ça. Donc, c'est trop cool. On n'a jamais fini d'apprendre le nombre de features présentes dans Agvertor, mais ça vaut le coup de regarder ce qu'il y a dedans quand même. Je vous laisse en faire un ou deux, les gars. Allez. Celui-là? Enfin, comme vous voulez. Ça, c'est moi, ça. Alors celui-là, c'est pas tant le projet qui m'a intéressé, mais plus le miroir que c'est. Il est assez facile de trouver pour des tools de Blue Team des listes d'IP de services malveillants. Voilà, des IP à bloquer en masse parce que de toute manière, ce sera jamais quelqu'un de bien intentionné derrière. En revanche, là, j'ai trouvé au contraire une liste de services qu'il vaut mieux pas taper si tu es quelqu'un de très bienveillant, enfin de très malveillant, puisqu'en fait, il y a une liste de services gouvernementaux, d'État, etc. Donc, l'idée du tool, c'est en fait de retirer toutes ces adresses IP des listes si tu as envie de faire du scan de masse. Alors, petit fun fact, j'ai fait du scan de masse quand je voulais faire des stats sur tiens, je fais de la recherche sur tel outil et j'ai un moyen de voir si c'est vulnérable sans tenter de l'exploiter, donc let's go, je spray. Donc, import et couvert tout IPv4. Bon, ça marche, hein. Moi, j'étais pas au courant qu'il y a des trucs où c'était toi, tu vois, c'était le bruit de fond d'internet, voilà. Moi, je suis pas encore en prison, les gars. C'était des stats, c'était educational purpose. Désolé, j'ai pas voulu, j'ai glissé. Par contre, n'essaye pas d'atterrir aux États-Unis. Blizzard done that, hein. Mais je sais pas. En vrai, ce tool permet de le faire. Si on veut faire du scan de manière discrète, de toute façon, même si on avoid ces plages-là, t'as plein d'onipotes, t'as plein d'endroits qui vont te catch. Là, c'est pour éviter d'emmerder des gens ou éviter d'être flagué trop vite, je pense, sur des AS qui seraient trop réactifs. Mais de toute façon,
si tu scannes beaucoup d'IP, tu vas te faire flag. Et si tu... Comment dire? Je sais pas. Je sais pas si ça change... Je me rends pas compte à quel point on peut être dans la sauce, en fait, si on passe dessus par mégarde. Faudrait qu'ils mettent des petits liens, applications légales, si vous faites ça. En vrai, faudrait juste demander à un avocat, hein. Comme ça, déjà, même en France, on le saurait, nous. L'avocat, alors, il y a Ouais. des gens très compétents en sécu, des gens très compétents en légal. Il y en a Ouais. sûrement quelques-uns qui sont compétents dans les deux, mais j'ai peur qu'en cherchant un avocat, et pas un avocat IT, ça se termine en... Oui, mais du coup, les plages de les IP, là, qu'est-ce que c'est le... Tu vois le délire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Oui, bon, Qu'est-ce que c'est les bitcoins? on est fini. On est fini. Wesh. Ok. Tuto aussi, encore une fois. Parce que D'accord. c'est ça qui sert, c'est juste pour apporter les gens des lumières sur des trucs qu'on cherche et qui sont chiants à trouver, faut dire la vérité. C'est mettre en place un système de debugging si certains ne marchent pas. Et donc, Si quoi ne marche pas? bah, si certains de base ne fonctionnent pas. Par exemple, lui, si tu le regardes juste un peu en dessous encore, il te dit trop cool, j'ai acheté un nouveau PC, j'ai acheté ça, tel modèle. Donc il te dit bah mon port de debug est utilisable. Donc on te dit trop cool, chouette. Et en fait bah non, il arrive pas Attends, parce je rewind. que On veut ouais, débugger quoi? On va débugger on veut débugger du hardware, Hyper-V, on veut enfin du... du kernel land, du Hyper-V et Donc du kernel, l'UEFI. virtualisation et BIOS. Ok. Voilà. Sauf que en fait sur Windows, tu as plusieurs façons de le faire, dont à chaque fois enlever comment ça s'appelle, le chiffrement de ton disque, sinon il est pas content. Et activer la virtualisation, sinon tu peux pas le faire non plus. Et en fait, il explique juste que dans son cas, le debugging via USB ne fonctionnait pas et qu'il a cherché, même en faisant du 3.2.1, etc., impossible de trouver. Et il montre juste qu'il y a des possibilités autres et il fait un tuto pour lister ça, montrer comment Nice. faire, quelle commande utiliser et pouvoir enfin débugger. Et l'outil qu'il utilise là, c'est WinDBG pour ceux qui se demandent. Et c'est l'outil de base qui est utile pour Il a changé de tronche. Genre ça c'est WinDBG. Oui, ça c'est WinDBG. Ok. Mais c'est que l'un des panels de WinDBG, parce que dans le WinDBG t'as aussi... je veux dire, t'as la view avec un peu à la x96 DBG, non? Attends, laisse-moi regarder, je te dis ça tout de suite avant de dire de bêtises. WinDBG... Y a pas une petite image là? Ah bah si tu vois, moi l'image que j'avais en tête pour WinDBG, c'est un truc comme ça. Ah, Attends, open... tu l'as, mais sauf que maintenant ils ont un petit truc qui image. se disent, si on mettait... Ça existe toujours. Ok, Mais bah, du maintenant, coup, regarde, là, c'est tu vois un truc, juste, regarde, si tu regardes en haut à droite, t'as un truc qui s'appelle Accent Color, Ouais. et tu peux choisir la couleur. Et donc tu peux le mettre en dark mode ou tout ça, et choisir la couleur derrière. C'est Ouais, quand mais même j'ai juste beaucoup pas plus fait le lisible. lien entre celui-là où il y a qu'un seul tab avec. En fait, il y a que le tab commande, alors que C'est là, ça, il y parce a. qu'en fait tu dois le mettre en grand, et si tu regardes, il a 2 sur 8 au niveau des tabs. Moi, j'aime beaucoup x96 DBG. Les quelques fois où j'ai eu besoin, genre juste, je le trouve tellement. Enfin, 64 15 je le trouve tellement feature full avec tout ce que tu veux, relativement intuitif. Mm. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Et donc, utile pour ceux qui veulent commencer à débugger et comprendre un petit peu comment ça marche. Et il montre juste comment le setup. T'as vu le chat? Le debugger. C'est trop grave. Et tu sais quoi, Noodle, je te jure que si tu le fais, je serai capable de le mettre. Hop, s'il l'a envoyé. Ah, what? Oui, ça existe vraiment. J'allais dire Ah, que si mais. vraiment il le mettait, on le regardait. Ah, bah, évidemment. Bah, regarde ça. Évidemment. Attends, je me suis craqué. J'en peux plus. J'en ai marre. Oh oui, oui, J'en oui, ai oui, oui, marre. oui. Ah non, mais ça c'est la miniature de la vidéo, ça. Attends. Vas-y, screen. Ouais, je fais ça en grand pour que ce soit facile à mettre. C'est fait par OA Labs en plus. Oups là. Non, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Je savais qu'il existait celui-là. C'est pour ça C'est que pas mal. il y a C'est énormément vraiment de pas running mal. gags, que ce soit avec les DBG, avec les distros Linux, alors autant rigoler avec. Hein. Clairement, il faut. Non, mais c'est pas mal. J'aime bien. J'en étais. Oui, On était à ça, ouais. c'est juste du setup, donc il va pas vous montrer comment debug, c'est comment setup pour pouvoir le faire. Et après, Advent Kepura, Doc Microsoft, les blogs à tout genre, beaucoup surtout de blogs de, comment elle s'appelle, de Yarden Shafir, qui a montré un petit peu, qui a fait des scripts WinDBG, autant en profiter. Mhm.
Ça me fait un peu penser quand même là, bon bah si tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux quand même avoir tel mode de débugage. Ouais. On dirait un peu du Living of the Land, mais pour la partie débugger. Alors que d'habitude c'est plutôt pour des LPE drivers, pour des LPE library takeover, et j'en passe. Parce C'est nice. que Par contre quand- ça là, faire des graphes, jeune homme ou jeune personne, qui c'est fait des jeune. articles. Et Satoshi est très très bon dans tout ce qui est recherche UEFI, etc. Donc je trust. Nice. Bon bah Passé s'il est très plusieurs bon, fois on en va mettre le conf. petit follow qui fait plaisir. Il a fait énormément de confs pour montrer tous ses travaux, etc. Et s'il y a vraiment des ressources sur l'UEFI à regarder, c'est ça. Il a documenté une énorme partie grâce à ça. Nice. Vas-y, j'en refais quelques-uns. Allez. Du Clay Fuzzer. Bonne idée. Réalisation, j'ai envie de te dire des choses. Donc clairement, comme d'hab, on ne blâme pas les gens. De toute façon, le truc a déjà 800 stars, 117 force, donc GG, le projet est parti. Install.sh, on n'en est plus de temps à ce genre de pratique, mais pourquoi pas. Mais en soi, avec du ASDF ou avec du RTX, on pourrait juste avoir un RTX install avec un point tools local et ça mettrait tout ce qu'il faut comme il faut. Mais pourquoi pas. Mais bon, faire un script pour faire un wget, c'est quand même poussé. Mais bon, admettons. Et là, j'ai envie de bitcher pour 2-3 choses. Bon, déjà, il essaie de respecter le système de HomeDir, donc j'aime bien. Ok. Il y a un parsing d'arguments plutôt fait de manière nice, pourquoi pas. Il y a du Python 3 qui va exécuter des choses sans avoir fait de V-env, donc ça veut dire que ça va pourrir des trucs. Je suis moins fan, parce que du coup, le tool, ils sont pas packagés, on sait pas trop comment ça va interagir avec le reste du système. Ouais. Et cette chose-là me dérange. Donc il prend les domaines qui ont été récupérés par le paramétreur et URL spidering, ok. Et derrière, il fait du HTTPX pour vérifier si c'est encore up, et il fait un match code 200, 300 et 403. Ne faites pas ça. Une page qui 400, une page qui 500, une page qui 302, une page qui 422 et j'en passe, ça se teste, ça se fuzz, ça se RCE des fois et voire même souvent. En faisant le match code là-dessus, vous perdez en fait du whitelisting sur la partie de surface d'attaque que vous auditez. Là, c'est vraiment dire j'ai fait une enum de malade en haut pour que Nuclei la fuzz, mais j'accepte d'enlever 40% de la surface d'attaque que j'ai récupérée, en particulier des bouts qui sont très intéressants. Parce qu'une page qui 400, c'est une page qui est à moitié crachée, qui devrait être là, mais qui du coup est mal routée. Une page qui 500, c'est une page dont le code a foiré. C'est ce qu'on veut faire quand on peut test. Donc clairement, là, c'est une grosse zone d'ombre qui n'a pas lieu d'être, à mes yeux. Et derrière du Nuclei avec un peu de rate limiting, mais pas beaucoup d'arguments en plus. L'idée du tool est nice, je pense que ça va se faire manger par le fait déjà que Nuclei est en train de refaire la partie fuzzing. Regarde, en attendant, au pire, ce que tu as dit, on récupère juste le script, on enlève la ligne qui pose problème. Non, et ça nous vas-y, fait fais ta paire. Faut mettre les efforts là où ils comptent. Il y a Nuclei V3 qui est sorti, il y a un mode de fuzzing. Ouais, mais pour ceux qui utilisent, si maintenant, imaginons je suis utilisateur. Bah, c'était 3 lignes de bâche, donc tu forques, enfin tu... Bon, Ah ouais, tu bâches comme ça. Non, je bâche pas. Moi, je me dis, tout est possible. Oui, certes. Il y a bien des utilisateurs de Hannah Montana Linux. C'est vrai. C'est lequel le suicide à Linux? C'est peut-être la Montana où t'as dès que tu fais une commande qui retourne pas 0, ça erreur un fichier arbitraire. Je t'avoue, je sais pas du tout. Je pense que c'est suicide Linux. Suicide Linux, Single Interest. L'extension. Ah non, c'est une extension, c'est pas une distro. Mais je pense qu'il y a une distro qui est basée là-dessus. L'extension pour terminal n'est pas installée. Ouais. Le concept, c'est que dès que t'as une commande qui retourne pas 1, bah, elle se met à RMRF des trucs. c'est vraiment le... Vas-y, fais du bash. Vas-y. Le jeu d'abruti, je te jure que prochain CTF, je l'utilise. On va voir si je finis CTF correctement. Alors, je veux pas bâcher, mais un petit peu quand même. Je me suis retrouvé à passer un examen sur l'administration de système Linux, et je suis passionné de ça, genre j'adore ça. J'ai majoré avec 13 et les gens se sont fait casser la gueule. La personne qui nous a donné cet examen est compétente, mais n'a pas forcément eu la pédagogie ou la jugeote qu'il fallait à l'époque. Il a fait une blague du genre, la deuxième question de l'examen,
c'était supprimer les fichiers qui s'appellent -rf et le fichier qui s'appelle étoile. Et du coup, les gens, ils étaient un peu naïfs, ils ont fait RMLF étoile, et ils ont supprimé toutes les autres tâches de l'examen. Mais là où c'est dommage, c'est que ça s'arrête pas là. Il a aussi fait en sorte de corrompre le bootloader de la machine, donc il fallait réparer ça avec du test disk, il me semble. Et le truc, c'est que les gens savaient pas, donc en fait, ils ont... Ah oui, il avait aussi cassé l'interface graphique, donc fallait faire du init 5 ou init je sais plus quoi pour redémarrer l'interface graphique. Les gens ont fait man, ah tiens, redémarrer l'interface, c'est init. Ils ont pas vu que le bootloader était cassé, donc ils ont fait init 0, ça reboot le PC après avoir supprimé tous les fichiers de l'examen et plus pouvoir booter parce que le bootloader était corrompu. C'est genre juste coup de tête, balayette, manchette. Et en vrai, y a quand même, on peut le tacler, mais c'est un génie, je suis désolé. Vraiment, il est trop lesque ce type, il est trop fort. Mais tu vois, pas en fait, gentil. c'est pas gentil. Drypate, Mais ce que t'as mis dans le chat, c'est dangereux. Hein. Ça ne marche pas. J'ai pas dit de le faire. Hein. Pourquoi ça marche pas? Parce que ça va quand même, si tu fais ça, ça va quand même supprimer l'intégralité des fichiers. Parce qu'en fait. Ah. Alors, attention, petit cours pratique. DLTN, hop. Touch A, enfin, hop, A, B, C, D, un truc comme ça. Voilà ce qu'on a. Et on va RM le. Enfin, on va laisser. Toi, tu voulais qu'on fasse ça, sauf que le problème, c'est que, ok, ton -rf ne sera pas vu en tant qu'un argument parce que ton double dash désactive le parsing des flags. En revanche, le étoile, il est. Bah, ça fait tout. Comment dire, c'est de l'autocomplétion bash. C'est pas le prompt kill park, c'est le pré-processing bash. Là, si je fais tab, ça s'expande. Ok. Donc ça va quand même supprimer toute l'intégralité des fichiers. La strat, c'est de faire un rm-rf .étoile point slash tiret quelque chose ou / étoile. Et là, tu as les fichiers mis sans être vus comme des args, parce que le / fonctionne. Après, tu peux aussi t'en servir avec le dash pour supprimer le fichier qui s'appelle -rf, mais l'autocomplétion de l'étoile, il faut quand même vraiment se méfier. Voilà. Mais il y avait un fichier qui s'appelait étoile? Oui. D'accord, ok. Ah bah, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est moins marrant. Alors, on poursuit sur Nuclei V3 et sa release avec plein de choses et je pense la mort d'un nouveau projet qui va avec ça. Donc on a dit code protocole. Il commence à y avoir la possibilité, enfin pas il commence, en fait il y a maintenant la possibilité d'invoquer Bash, Python, JavaScript, Java et n'importe quoi à partir d'un template Nuclei. Ce qui veut dire que les templates officiels Nuclei sont encore vus comme trustés, admettons, pourquoi pas, c'est dans le Git officiel, ok. Tous les repos de Cent, donc Community Enabled Nuclei Templates, ne faites plus de Git pull run. C'est vraiment pour dire RCE sur ma machine SVT. Je pense à toi et je pense à ce qu'il vient de mettre dans le chat. J'étais sur mon PC pour voir, je suis sur le mobile. J'espère que c'est drôle et si c'est pas le cas, je suis désolé, mais non, bah Dry. C'est pas le cas, on l'a précisé, fallait pas le faire. T'as une. Ouais, mais on a mis un peu de temps. T'as une mort sur la conscience, une mort de distro, mais une mort quand même. Non, c'est pas grave, moi je suis sur Windows donc je triche. Tu sais, c'est plutôt Windows qui triche sur toi, mais bon. Oh, qui triche fort alors. Alors, on a dit code protocole, fait pour invoquer donc des sub-process pour générer des choses. Cool. On a dit template, signing and verification, c'est juste faire la signature des templates pour dire c'est bien mes templates parce qu'on les met en je sais. Ok, maintenant il y a la feature. J'ai du mal à voir un cadre dans lequel ça va scale. Enfin, ça va être utilisé à bon escient. Je vois pas trop le use case, mais je suis loin d'être omniscient. Le fait de pouvoir mieux gérer le JavaScript, tant mieux, et d'avoir une intégration JS Golang. Donc là maintenant, il y a moyen de faire un peu comme les BC checks de Burp, mais avec du JS dans Nuclei via l'interface Go. What the fuck? Mais ce que ça veut dire, c'est que Nuclei a fait des templates YAML pour faire des tests. Burp a dit ah putain, on va être derrière, on va mettre des BC checks, Burp checks en fait, pour pouvoir faire des tests un peu plus dynamiques avec du code sur une requête. Nuclei ont dit ah, ils ont fait un truc un peu plus maniable que le nôtre, bah let's go, on va faire encore plus. Donc moi j'attends la course à la surenchère, mais en tout cas ça avance, c'est pas mal.
Système de flow de template, donc du genre, s'il te plaît, fais... Attends, comment il avait mis? Voilà, un flow, c'est relativement simple, c'est fais ton check SSL, et ensuite, pour chacun des vhosts chopés en SSL, change le vhost de la machine et réémet le workflow en HTTP. C'est tout con, mais juste, c'est relativement lisible, ça se fait bien, et voilà. Il y a derrière toujours leur système d'extraction d'output post-fuzzing, donc c'est nice. Je reviens en haut. On a le SDK Golang pour interagir avec Nuclei sans juste faire du bon pop-up Nuclei qui a été un peu revamp. Sicarius, peut-être qu'un jour il nous fera un rétexte là-dessus parce qu'il a un petit peu de sel à redistribuer, il me semble. En tout cas, moi je l'écouterai avec grand plaisir distribuer le sel. Et plus de stabilité dans différents contextes et différents runs. Je pense qu'il a aussi des choses à nous dire. Mais en tout cas, le produit continue à avancer, c'est nice. Et potentiellement, il faudra que je fasse une disclo d'ici quelques temps d'une non-vulnérabilité que j'ai remontée sur Katana et Nuclei. Mais on aura le temps d'en discuter. Miss Wireshark, le fait de pouvoir faire du T-Shark ou de l'extraction de Wireshark et faire des beaux graphes pour comprendre un peu ce qu'on fait. C'est jamais que du packet tracer, mais avec, enfin vraiment from within Wireshark, donc sans packet tracer, avoir le bon format pour pouvoir sortir des petits graphes de topologie. Je sais qu'il y a un modèle built-in à Wireshark, celui-là est un poil plus... C'est une alternative. Je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas c'est toujours bien d'avoir des choses comme ça, parce que des fois, suivant ce qu'on fait, ça commence à... Voilà, il y a des infra complexes et des fois sans graphe, ça ne sert plus à rien de s'acharner, quoi. Donc c'est nice d'avoir ça. Tiens, j'avais jamais vu ça, mec. T-Shark avec l'UA-Script, ça donne envie de faire un petit challenge à base de l'UA in T-Shark. Genre un petit escape où t'as une LPE avec un T-Shark en sudo-earth, une connerie comme ça. Ça peut. Non, ça peut pas. En vrai, ça peut. Mais bonne chance à celui qui le fera. En tant que challenger ou en tant que réalisateur? Ouais. Non, bah si juste t'as pour une machine et que derrière t'as un T-Shark en CTUID, bon bah tu le run, tu mets une option -x fait celui-là. L'UA, tu fais require OS spawn shell, hein, et qu'il y a un truc comme ça. Oui, mais faudra penser surtout au LUA. Ça va. Parce que, tiens, est-ce qu'il est pas sur Jet of Bean, ton truc? C'est une bonne question. Je pense que oui, en vrai. Du coup, Regardez. ça va être trop simple, en fait. Eh oui, c'est pour ça. T-Shark, function shell. Ouais, c'est ça. Eh non. T-Shark LUA. Si. Ah si. T-Shark-X LUA script. Eh bah super, on fera pas de challenge, on fera un truc vraiment tiré par les cheveux. En vrai, il y a des trucs marrants, tu sais, on reprend le visual et le web visual de tout à l'heure pour faire un CLI wrapper autour de T-Shark que tu embed via une espèce de l'histoire dont vous êtes le héros dans le terme. Il y a des idées. Bonne chance au challenger. C'est ça. Qu'est-ce que c'est dans le chat? Ne faites pas ça chez vous, les cascades sont faites par des professionnels exactement, et les superstars de la WWE sont des professionnels de haut niveau avec des qualités athlétiques exceptionnelles. C'est exactement nous, hein. C'est le message avant le début de la WWE à chaque fois, c'est le petit message qu'ils écrivent. J'en ai marre de Steve, j'en ai marre. Chercher les rêves bizarres, j'en peux plus. Honnêtement, vu les abus d'hier soir à Defcon Paris et le fait d'être encore en train de streamer à bientôt 23h, pour moi, c'est un physique exceptionnel que mon corps n'a pas encore lâché. Mon corps, il a dit, mais laissez-moi dormir, j'en peux plus. Bref, gRPC versus REST, ils ont fait un gros dossier. En plus, c'est du made in Google, donc c'est sympa. Très très dense sur quand est-ce qu'on fait du REST, quand est-ce qu'on fait de l'OpenAPI, quand est-ce qu'on fait du gRPC, quand est-ce qu'un vieux CRUD dégueulasse suffit. C'est vraiment sympa parce qu'il donne vraiment les différentes approches du... le REST, c'est jamais que mettre de la data à disposition. Le OpenAPI, c'est jamais que mettre un contrat d'interface pour dire on est OK de se faire appeler de telle manière, mais c'est quand même HTTP qui doit gérer les verbes et la manière de gérer ça. Et gRPC, c'est jamais que de l'appel de méthode arbitraire avec du listing de méthodes, mais avec toute la partie auto-HTTP2, auto-gestion des méthodes, des modes, des sockets, des machins, géré pour vous. Donc en gros, on peut voir gRPC comme un gros framework pour faire du RPC sans avoir besoin de l'implème, juste en disant déclare telle fonction et rend-la accessible et basta.
Donc voilà, je pense qu'il y aura des POC peut-être à venir de petites créations de programmes RPC pour faire un client serveur ou je sais pas, des trucs comme ça. De la manière que j'adore le binaire Chisel, où on a en un binaire Golang pour chaque arche, le client, le serveur, plus un Docker, plus tout qui marche bien, et ben faire un équivalent, juste un petit POC avec un client, un serveur pour du gRPC et donc de l'appel de choses, de ressources, de fonctions, de méthodes. Je pense que ça peut être un petit POC sympa. Et comme on a vu, on peut interagir avec curl, donc ça peut être pareil, une idée de petit challenge, peut-être à la stack, si le temps est présent, on verra. Mais en tout cas, ouais, dossier très chouette. Et vraiment, ils expliquent bien qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais qu'il y a différents use cases et que suivant ce qu'on veut faire, ben, tout se tient. Tout se tient. Autre article suggéré par un collègue de Mano. On a des trade-offs à faire tout le temps en IT sur est-ce que on veut être cloud agnostique autant que possible, ou en tout cas ne pas avoir de vendor lock-in, donc pouvoir passer d'un provider à un autre. Et du coup, on va devoir maintenir des trucs, galérer un peu et mettre de la... Comment dire? C'est quoi l'expression avec les coudes? Donner de l'huile de coude, mettre de la sueur au front. Let's go. Et du coup, soit on met de la force, du temps, du travail et de l'énergie, soit on lâche un petit billet, on prend le soft cloud made en mode SaaS qui va bien et on est content. Et donc cet article fait l'apologie de c'est quoi votre business, c'est quoi votre valeur ajoutée. Vous faites tel type de tâche, eh ben n'allez pas vous emmerder à maintenir une DB, vous n'allez pas vous emmerder à maintenir un système de traitement, de queue de traitement, parce que c'est pas votre business. J'aime bien le fait que quelqu'un mette les pieds dans le plat et dise pourquoi est-ce qu'on veut pas de vendor lock-in, remettre en question ce premier drawback de ah là je veux pas. Je pense pas forcément que ce soit une bonne chose que d'être trop lock-in avec un vendor, parce que le jour où il change, ben, on est quand même sacrément niqué quoi. Mais un juste milieu, il faut savoir accepter des fois, en effet, ne pas vouloir tout refaire et juste lâcher un petit billet au provider qui fait le bon système quoi. Est-ce qu'il y a des équivalents dans ce que tu fais, Isis? Par exemple, pour le Maldev, est-ce que il y a un peu de SaaS ou est-ce que c'est vraiment tout Un peu de. un peu de SaaS, par exemple pour du reverse ou pour que sais-je? En vrai, je sais pas, parce que pour le river, c'est souvent les outils de celui qui veut. Vu que il y en a certains qui vont préférer IDA, d'autres Kidra, etc. Donc je prêchais aucun truc, c'est chacun choisit comme il veut. Après, moi, le dev, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Je pense pas. Vu que Il y a tout tourne Shambles. autour de Windows. Il y a Shambles qui commence, tu vois, si c'est des gens qui font... Ok, un parallèle que je pourrais penser. Les gens qui font de l'OSINT ont besoin de choper des endpoints juteux. Des endpoints juteux, Oui. si c'est en web, tu crawls, tu les as. Si tu trouves des binaires un peu magiques qui te permettent de trouver des endpoints qui n'étaient pas référencés, tu te mets bien. Si ton cœur d'activité c'est de juste faire de l'OSINT, t'as pas envie d'aller avoir un IDA, de faire du reverse, tu veux un binaire, voire même un SaaS où t'envoies ton binaire et ça te ressort toutes les interactions réseau qu'il a fait. L'idée c'est d'arriver à se focus sur ce qui compte pour le vraiment business pur et ne pas s'éparpiller sur mettre des efforts à maintenir des choses qui n'ont pas forcément vocation à l'être. Donc voilà, kudos à tous ceux qui osent mettre les pieds dans le plat, quitte à se prendre un peu des balles perdues de temps en temps. Petit clin d'œil à qui se reconnaîtra. Synactive qui nous font un second article, enfin en tout cas encore yet another article sur Scudo. Qu'ils ont dit que c'était quoi? C'était l'équivalent de bouclier en italien, bouclier en italien. Concrètement, c'est pour les allocateurs sur Android. C'est une réimplème des heap-based allocation. Donc tout ce qui est les malloc, les calloc, je reconnais que 2 mots en fait. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais j'ai pas la mémoire pour. Et donc, c'est expliqué, c'est le fonctionnement différent, le système de caching différent, le système de pool différent, la manière dont c'est géré, le fait qu'on puisse compiler un kernel avec un allocateur ou un autre. Comment est-ce que ça marche côté heap? Comment est-ce que les zones sont mises de manière non concurrente? Comment est-ce que l'allocation et le placement est un peu randomisé ASLR-like? Donc, bien sûr, c'est côté kernel, donc KASLR, je présume. Et donc voilà, juste très sympa d'avoir de la doc un peu velue. Je vais être franc, j'ai pas lu tout le code. It is not my cup of tea. Mais intéressant de voir, et en fait ils reprennent à la fin une grosse conclusion sur
Attends, le cache size, on s'en fout. Il donne 2-3 idées d'exploitation, mais il y a quand même voilà, ce récap. Oui, Scudo par rapport à du Heap Overflow, ben, ça fait beaucoup de travail de nettoyage, de remédiation. Forcément, il y aura toujours des primitives qui font qu'on arrivera à taper les choses, mais ça va quand même violemment diminuer la surface d'attaque encore et encore. Protection contre les use after free, nice, tant mieux. Ils ont fait une approche différente qui fait que c'est moins pro nos problèmes. Pareil pour les double free, pareil pour les randomize allocations, donc le fait d'avoir des plages non contiguës et à des endroits avec placés avec assez d'entropie sur le système. Donc c'est nice. Faudra voir un peu les recherches qui tombent dans les années à venir pour dire ça a amélioré la protection, mais by the way, on a quand même tout cassé, désolé. Mais à mon sens, si un article qui a été proofread par plusieurs personnes en internet inactive et sort, quand on sait que c'est pas les derniers en termes d'exploitation binaire, en partie par le point-to-own, mais pas que, c'est que sûrement l'implème doit être pas dégueulasse. Donc le niveau de crédence dans Scudo, voilà. Mais curieux de voir ce que ça donne dans le futur. On verra bien. C'est ça. J'arrive grave en retard, bonsoir tout le monde. Bonsoir Joytide, j'espère que ton rencard d'hier soir s'est bien passé. Ça me fait plaisir, c'est la petite affiche cadeau. Bienvenue. Mais voilà, maintenant il va repartir. T'es pas assez vendeur, hein. La question c'est est-ce qu'il deny ou est-ce qu'il nous dit ah ça s'est trop bien passé dans le chat. Oh, est-ce qu'il nous raconte carrément? Il fait son petit monologue tout seul dans le chat. Il est là la semaine prochaine pour en parler en live, pas du tout. On enchaîne sur j'ai noté, article. trop tard. Non, on va pas faire ça. Alors, abusing Gmail to get previously unlisted mail addresses. Alors, Xorz qui publie pour le coup lui depuis un sacré moment, qui nous dit qu'il a trouvé une petite... Attends, pourquoi je bug? Il me semble que c'est récent, mais je vois 1er avril 2017. Qu'est-ce que quoi? C'est la date de création ou... MDR, non, je suis vraiment retombé sur un truc ultra vieux, ça a dû ressortir des tréfonds de Twitter. C'est marrant. Bon, bah en vrai, on va pas le skip, mais juste il avait trouvé un endpoint Gmail avec pas de rate limit et un cookie qui était set de manière différente suivant si l'email existe ou non. Mais en fait, même si la faille est pas folle, là où je vais en parler, c'est que il le dit. TLDR, j'ai découvert un petit glitch qui me permettait de guess en grand nombre les emails qui fonctionnent ou non chez Gmail. Disclaimer, c'est juste du bruit fort, s'il n'y avait pas de rate limit, basta. Ça me fait plaisir, ça veut dire qu'il y a... Non, pas 2003, c'est-à-dire qu'il y a 6 ans, le mec prenait déjà le temps donc déjà d'écrire des articles, c'est nice, mais surtout le fait de mettre un TLDR pour que en 4 secondes tu saches si tu as envie de prendre le temps de lire tout ou de passer à autre chose. Real Heroes. Alors j'ai screenshot le vocal, nice. Ouais, foutu. Ouais. Alors celui-là m'a régalé. Coordinated Disclosure d'une RCE sur GNOME. Alors c'est pas tant... Enfin, c'est une RCE sur la manière dont GNOME utilise différents logiciels, mais le TLDR de ça c'est que il y a eu un file, un out of bound write dans libq. Libq gère le parsing des fichiers de type CD, donc la musique, les vidéos, des choses comme ça, en gros de la metadata. Et ils ont trouvé un moyen de... on va le mettre... Voilà, donc de modifier un peu ce format-là pour faire en sorte qu'il y ait des nombres qui soient mal parsés et qu'aille faire des corruptions mémoire. Le problème, c'est que il y a donc voilà, index un grand nombre et il y avait un int underflow et du coup on allait écrire avant un segment mémoire auquel on avait accès. Donc concrètement, ça fait que l'intégrité du programme c'est terminado, ça va pas bien se passer. Et le petit patch, c'est juste vérifier que il n'y a pas eu d'int underflow. Fair enough. Mais ce qu'il explique, c'est que sur Linux, en tout cas sur Ubuntu, il y a Tracker Miner et Tracker Extract, qui sont deux outils qui permettent d'avoir, donc vous savez, quand on a, il le montre un peu plus haut, cette barre-là, la barre de recherche globale sur le système. Celle-là utilise les métadonnées qui sont parsées pour les fichiers récents, et, surprise, c'est parsé avec libq, parce que si on fait télécharger un fichier FLAC ou un fichier CD, pour nous dire quel type ou de quel artiste le fichier vient, les répertoires de vidéos, de pictures et de download sont monitorés par du Notify. Donc l'idée c'est,
on télécharge un fichier, donc un one-click pour télécharger le fichier. Ça récupère le point FLAC qui contient un fichier queue pour avoir les metadata. Il y a un autophone write et ça y est, c'est terminé, game over. Ah bah voilà, télécharger de la musique c'est dangereux, super. Très bonne. C'est pour ça la très pub bon- des années 2000 là. Télécharger de la musique illégalement, c'est mal, tout ça. C'est Ça ça. fait penser à ça, vraiment, tout pareil. Vous ne téléchargeriez pas une maison. Alors je me permets. Crois-moi que si. J'avoue, si on pouvait télécharger une maison. Si je ouais. pouvais télécharger une maison. Ouais, moi aussi, ouais. Vous vouliez dire Ouais. 7. Attends, Ah super, je l'ai pas mis. Bah MDR. Très bon moment. En ce cas, je l'avais mis là-dessus, je pense. C'est pas pour le Ah, côté c'est- pub, mais c'est pour le côté logo troll. Ça, cette pub-là. Oui, voilà, celle-là. Voilà, je m'étais mis à faire un troll. Je suis content. Et donc voilà, en tout cas, le schéma de pensée est génial. Et donc déjà, il a fait un bypass à part mort sans même s'en rendre compte. Donc c'est fort cocasse. Je trouve ça sympa. Et juste le système de, ok, j'ai juste un file write, je peux rien écrire d'intéressant. Qu'est-ce qui se passe sur mon système en temps réel qui peut être exploitable? Et bah voilà, arriver à prendre une petite livre, petite cube option mémoire d'un projet qui a l'air relativement obsolète parce que c'est du format CD, et trouver un moyen d'arriver à trigger ça dans l'OS le plus utilisé, non, l'un des 3 OS les plus utilisés, because why not? Et du coup, ça faisait directement de la RC One Click. RC One Click, c'est propre, hein. C'est ah tiens, Isis, Drypaint, vous pouvez écouter s'il vous plaît le replay du stream, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre. Bam! Shell. C'est Eh ben fourbe. super. On ne dit pas les copains. Ouais, mais je suis sous Windows. Ah bah, Shell. Allez. Shell. Vas-y. Je sais pas si c'est un argument de dire je suis sous Windows. Enfin, Ouais, mais c'est des là, vendeurs qui- sur celle-là marcherait pas, tu vois. ouais, c'est ça. Celle-là marcherait pas. Et moi, je suis pas sous Ubuntu. Hein. Enfin. Alors ça, c'est pas hyper cyber. Par contre, c'est très sécurité et sécurité au travail. Et ça touche un peu à de la robotique. C'est un monsieur coréen qui faisait de la maintenance sur une machine qui servait à attraper des petites boîtes de conserve et à les mettre autre part. Il est passé sous un capteur de la machine. Le capteur de la machine a trouvé que son visage ressemblait énormément à une boîte de conserve, l'a attrapé et ce sont des machines qui ont une force immense et donc le destin était assez tragique. Genre- Et j'ai trouvé ça très très cyber insécurité. C'est quoi, c'est crack open a cold one with my friends? Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis retombé sur des réels sur Insta avec des reconstitutions d'accidents du travail, genre chantier, construction d'immeubles et tout. Les trucs chinois là. Ah Ouais. là. C'est grave, hein. Et C'est. Ouais. la raison pour laquelle je voulais aussi un peu en parler, c'est que il y avait aussi un manque de sécurité, parce qu'en fait le monsieur s'est mis au milieu d'une machine qui était en état de fonctionnement. Donc voilà, il y avait à la fois un problème logiciel, mais aussi un problème d'interface chaise-clavier. Et... Bah oui et non, Ah, on je peut suis voir. jamais- t'es j'ai- pas j'ai trop- vraiment Oui, mais du mal non, avec ce genre de hein, notion. normalement La il faut machine qu'il ne y ait devrait un pas kill le switch. permettre. Et oui, même pas le temps de skill switch. Genre, si la machine s'attend, comment dire, si le prérequis pour que ce soit safe, c'est que l'humain doit penser à faire toutes les bonnes actions, à mon sens, c'est que la machine n'a pas été bien pensée. La machine ne devrait pas permettre d'être inspectée. Genre, tu vois, il doit y avoir un système où dès que le capot s'ouvre, de protection pour avoir accès au truc qui a de la force, Ouais, l'autre truc dès que ça s'arrête. s'ouvre, ben ça fail open le circuit et du coup ça ne peut pas fonctionner. Bon après si vraiment le mec il se met volontairement sous le truc du capot, C'était Ouais, pour il faire faut- une maintenance, il il cherche, testait des ouais. capteurs, mais bon voilà. Pour moi, il y a deux problèmes. Il y a un problème de politique et aussi un problème information. non, de politique, politique parce que il pouvait être dans une machine qui est en état de fonctionnement. Quoi. Très bien. Problème humain Voilà. et problème à mon sens de design. Hein. Oui, ah oui, Le design. énormément de design. Je sais plus c'est quelle machine, mais il y en a certains où est-ce que t'es obligé de deux. Tu sais, il y en a un qui est toujours au Ouais. niveau de la sécurité Le au cas où quelqu'un multi-opérateur. passe ou. Ouais. Et il me semble pour l'allumer déjà c'est deux boutons, etc. Mais je sais plus Ah bah du genre tout les ce qu'est la machine. lancements de missiles dans les sous-marins ou les lancements de missiles dans plein de trucs.
Si t'as une personne qui est ouf, on lui dit non, et il faut qu'il y ait 2 personnes, voire 3 qui tournent une clé en même temps pour Ouais, c'est ça. qu'ils mettent un signal ou qu'ils vouch pour une action. Mais en fait, de l'autre côté, c'est plus comme t'as 2 personnes, imagine qu'il y a un problème, en fait, t'as 2 boutons pour arrêter, et donc tu peux juste presser le bouton rouge, et ce qui fait que la machine s'arrête directement si ton collègue a un problème. Ouais, les gros Et petits dommage switch. que. Ouais, c'est ça. Hmm, Donc, bah, dommage qu'il soit pas là. ouais, approved. Comment tu prononces cette chose-là? Ouais, on prononce pas. Ok. Je demande. Tu sais quoi, pour la prochaine, je demande vraiment comme il le demande. Comme ça, Vas-y. on est sûr, bonne écriture. Donc, bah, comme son nom indique, juste en dessous, enfin sous-titre, shellcode loader, donc c'est un shellcode loader, comme tous ceux qui existent actuellement, mais avec sa technique à lui qui s'appelle le Kraken Mask, qui est en gros de la slip obfuscation. C'est sympa, le papier, papier outil AD2 est passé sous VX, donc il y a directement possibilité d'aller chercher sur le site et regarder un petit peu la technique en elle-même. Ça mange pas de pain, ça montre un petit peu comment ça marche, c'est un peu différent de tout ce qui se faisait maintenant, donc pourquoi pas le montrer. Et chose qui est très bien aussi, que j'ai bien aimé, donc tu peux montrer juste le repo après, Ouais. c'est qu'il y a les règles Yara pour ça. Donc c'est pas juste quelqu'un qui a mis son outil pour dire bah tiens j'ai fait, amusez-vous bien. Bah il y a les règles maintenant aussi pour détecter. Ça détecte quoi? Ça détecte le binaire, ça détecte des séries de bytes une fois que ça a été modifié de memory, ça détecte le hash du file system? Le hash du fichier? Je sais pas, Master Yara comme on dit. Je suis pas CyberOps, je pourrais pas te dire, parce que j'ai jamais touché vraiment à ce que c'est. Mais si elles y sont, c'est pas pour rien et ça doit bien détecter ce qu'il a fait de base. Sachant que c'est lui qui les a mises en plus, donc il sait ce qu'il a travaillé et sait ce qu'il a fait. Et donc voilà, petit truc sympa, les techniques là qui est cool, l'outil est là pour apprendre ce qu'était de base, enfin pour en faire un. Et bon côté, good guy avec la blue team qui sera aidée avec les règles Yara. J'ai bien aimé, c'est actuel, ça apprend des choses. Ah, qui serait aidé, qui serait aidé. Est-ce qu'elle va avoir le temps de trouver la règle Yara dans ce repo? Il aurait fallu directement aller le push dans le main repo, faire une PR. C'est pas comme si tu allais juste sur son GitHub, elle y était. Oui, mais je veux dire, est-ce que les gens qui font de la blue team, qui ont déjà 20 000 threads, ont le temps d'aller choper yet another Yara rule dans un projet, à un endroit custom avec la règle qui sera pas versionnée avec les autres, donc qui va pas évoluer même si lui finit par la mettre à jour? Possible. Mais de l'autre, elle y est aussi. Il y a un truc à aller chercher, certes, il est peut-être pas à l'endroit que tu te demandes. Après, je me dis, conception, tu veux faire de la team, tu télécharges enfin, tu clones le repo. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir les règles en plus sur ton repo? Enfin, je sais pas. Attends, du coup, il chiffre tout le contenu sur ces codes pendant all the content of shellcode in memory. Ah, during sleep. J'avais lu using sleep et je me disais chiffrer avec sleep, quoi. Comment? Ça pas. Qu'est-ce que quoi? Ok, redirect to loader, loader. Ça casse la tête hein, quand on comprend pas. Ouais, non, mais en vrai, return address spoofing, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait. Moi, je dis que ça manque de schéma. J'ai commencé à le poke un peu de mon côté, puisque je voulais tester 2-3 trucs. Message aussi de l'auteur, par exemple, il te dit de l'utiliser avec Cobalt Strike. Enfin, il te dit. Il suggère. Et sur Cobalt Strike, il y a déjà un truc qui s'appelle le Slip Mask. Et en fait, il faut les activer, sinon les deux combinés, rien ne fonctionne. Bah, ceux qui le savent pas vont essayer, je pense. J'ai essayé le premier. Mais ça le fait à la place du slip mask de Cobalt Strike. De toute façon, c'est pas que ça marche ou ça marche pas. C'est une release, ça va marcher un certain temps, il y aura des heuristiques, les EDR à jour, et puis ça marchera plus. Jusqu'au post. Ah, moi je te parle juste, la technique en elle-même ne fonctionne pas vu que le slip mask fait. Enfin, ça conflit de. Il y a un conflit entre les deux. Entre le slip mask Cobalt Strike et ça. Ah oui, excuse-moi, oui, on peut avoir les deux options, c'est très pas au même niveau. Et du coup, return address spoofing, source et explication. Ouais. Cool, ah oui, d'accord, c'est du no cheat. Trop fort. Du miasme, excellent. J'adore le miasme. Je déteste ce site juste parce qu'il est en noir et blanc. Je n'arrive pas à lire derrière, ça me casse la tête. S'il vous plaît, c'est un peu moche. Faites un thème, je vous en supplie. Et des fois, tu peux tenter des trucs quand tu fais du print en PDF. Allez, non, là c'est nul. Il y a des fois, ça essaye de te le rendre en mode un peu plus lisible, un peu plus propre. Ouais. En fait, les ressources sont incroyables sur ce site pour faire tout ce qui est Windows ou Red Team. Il y a énormément de recherches, etc. Par contre, compliqué à lire.
Yep. En tout cas, thanks Mr. Noodle pour le lien au passage. On enchaîne sur Security Week qui ont fait passer, mais en même temps c'est passé dans plein de sites, donc j'aurais pu en pick un parmi tant d'autres, des nouvelles sorties de gros DOS sa mère qui sont sorties récemment à base d'exploitation du reset flag d'HTTP2, reset stream d'HTTP2 qui permettait de faire du DOS par amplification. Et en vrai, il y a deux trucs qui ont fait rire. C'est oui, avant, voilà, il y avait déjà des gros trucs. On se prenait 71 millions de requêtes par seconde. C'est monstrueux. Oui, mais en fait, on a eu un pic de requêtes à 200 millions de requêtes par seconde. C'est monstrueux, monstrueux. Et Google qui dit oui, bah alors nous, on s'est vraiment fait déglingue à base de 400 millions de requêtes par seconde. Ce qui est, mais il y aura toujours pire, mais je comprends même pas comment. Google dit on tient la charge. Je comprends même pas comment des bouts d'infra avant Google, ou entre Google, ou même des petits composants par moment, arrivent à tenir. Genre, c'est monstrueux. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas sorti de la gelée. Maintenant, même les DOS finissent par avoir des CVE parce qu'ils ont tellement un impact monstrueux en tout cas, ce genre de DOS par amplification ont des CVE 7.5, mais il me semble qu'elle était notée en 8 quelque chose au début. Peut-être qu'elle a été downgrade. Mais en tout cas, ça a fait des ravages, quoi. Et par contre, ils ont quand même dit nous, nos services sont tenus, il n'y a aucun problème, mais ça pourrait embêter des gens. Mais vraiment, ils ont dit c'est énorme, c'est le plus gros truc qu'on ait jamais vu. Bon, par contre, nos services sont tenus sans broncher, hein, mais arrêtez SVP quand même, c'est chiant. Hein. Yes, Middle, Dark Reader, très bien. Alors, petit truc qui est moins InfoSec related, mais qui est sympa quand même. Il y a de plus en plus de tools qui permettent de faire du LLM en local, et c'est pourquoi c'est bien. C'est bien pour jouer et faire, petit 1, des TOT, des Tree of Thoughts. Trees of Thoughts. En gros, l'idée, c'est prendre... Ouais, mon accent est éclaté, la fatigue, je désolé. Prendre un LLM, même s'il n'est pas très performant, pour le dire, prends cette tâche, découpe-la en problème, résout la tâche de 10 manières différentes, lui donnant une site différente, ensuite lui dire maintenant pense de manière critique, prends ces 10 tests, prends les 2 meilleurs et refais des variantes de ceux-là, merge-les et fais un truc bien. Donc l'idée c'est d'utiliser du LangChain plus un prompt de piètre qualité, mais un peu de matière grise pour en faire un truc nice. Et vu que ça tourne sur votre machine, pour que vous ayez un GPU quand même, eh ben il y a moyen de faire tourner pas mal de tests, de faire lire et analyser des grosses codebases. Donc c'est assez chouette. Il reparle de Find qui permet d'avoir un peu de GPT-4 gratuit, ça fait plaisir. Et il parle des tests qu'il a fait lui sur soit du i9-64 Core, soit El Famoso M1 avec 16 Go et il dit que les résultats sont décents. C'est pas du GPT-4 clairement parce que c'est pas 20 GPU monstrueux par utilisateur qui sont utilisés derrière, mais votre GPU, mais vous le payez très peu cher. Donc pour jouer, il dit qu'il y a, il y a GPT for All qui permet d'avoir une UI et de setup un peu ce qui vous intéresse, avec le même type d'interface qu'on a déjà. Il y a LLM qui s'installe qui pip install, mais faites pas ça, faites pipx install LLM, et via LLM, il y a, donc, qui est en Large Language Model Manager, ils auraient pu peut-être mettre LMMM, je sais pas. Une fois ce binaire installé, lui peut installer d'autres tooling, GUI, pack, modèles pré-entraînés, etc. Et même système de plugin pour s'interfacer avec un langage via une API plus que via je run le langage comme un gros sale. Chose chouette, pour chaque langage, il donne les prérequis techniques, les ressources nécessaires, donc c'est nice. Et si vous faites juste un LLM run tel prompt avec tel langage, il va automatiquement le pull, le setup, le mettre en place et le process. Donc c'est sweet. C'est en parlant d'une CLI plutôt bien faite, voilà une. Et ensuite, il parle pour les alternatives pour Mac, parce que les gens qui ont des Mac ne sont pas comme les gens normaux. Et du coup, il y a pareil tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner ce qu'il faut. Et il y avait quand même différents modèles ou différentes manières de le faire tourner. Donc H2O GPT, qui lui avait l'air un peu plus ça a l'air d'être le Jupyter Notebook de ce genre d'approche. Mais en même temps, il y a moyen de faire du Jupyter Notebook avec des LLM. Donc c'est le Jupyter Notebook, ça jette le Jupyter Notebook. Ok, voilà, je fais pas de lire, mais ça existe. Voilà, et Private GPT qui permet d'avoir le même genre de prompt en local
Yet Another Tool. À mon sens, le plus prometteur, ou en tout cas le plus CLI et sympa, straightforward, reste LLM. Sauf si vous voulez tester avec GPT-4All pour avoir une GUI. Mais je pense que si s'installe LLM run quelque chose, neat. Et si des gens ont la foi de tester, c'est cool d'avoir Retex. Mister? Yes. Bah, on reste dans les IA. Je cherchais pour quelque chose de pas du tout malveillant. Alors c'est en lien avec les cours, donc ne vous en faites pas. Je ne suis pas un Frenchy shellcode à mes heures perdues. J'ai juste trouvé ce site et on m'a parlé d'un autre, mais celui-ci il m'a bien plu, qui te permet de trouver facilement des petits prompts que tu peux copier-coller dans GPT et autres modèles de langage pour avoir un jailbreak pour ceux dans lesquels tu vas te trouver dans une jail. Ça m'a permis voilà, de faire à ChatGPT des bouts de malware, des trucs comme ça. Je trouve ça sympa qu'il y ait le système de notation et de points de qualité, parce qu'en fait on récupère directement le système de comment ça s'appelle, Deal Labs, avec la gestion des codes promo, les choses comme ça, et on t'alerte quand il devient vraiment qualitatif, quand il est hot. Exactement, et bah là c'est pareil, c'est avoir un quick sort de ce qui nous intéresse. Ouais, ça j'ai kiffé, ça m'a permis de direct cliquer sur vote. Ensuite, j'ai cliqué sur le Dev mode entier. Ouais, alors celui que j'ai trouvé, il disait alors moi je suis ce personnage-là et toi en fait tu vas te faire passer pour mon conseiller malveillant qui n'a aucune barrière morale et en fait tu vas reformuler ma question et après ils répondent comme si t'étais la pire des merdes sur Terre. Nice. Après c'est dommage, il manque une mini TLDR de la description, tu vois, alors là on a directement les prompts. Moi j'aimerais bien avoir Dude, se fait passer pour telle personne et répond et ignore tel type de warning. Ou je sais pas, ou Superior Dan, improved version of Dan to bypass content restriction. Genre juste un petit TLDR parce qu'on n'a pas le time de tout lire. La vie c'est compliqué hein. Bah, c'est pour ça que tu le lis pas et tu cliques directement sur le bouton copy prompt. Évidemment. Ou tu demandes à ChatGPT de regarder et de te le faire traduire. C'est ça. Oui, mais du coup, vu que c'est des prompts qui sont vraiment agressifs, ça fait que tu vas potentiellement souffrir de self-prompt injection pendant que tu fais ça. Et en vrai En vrai. Prompt injection. Bah, ça marche, mais bon, relou quand même. Ouais, ça c'est la dernière petite touche. C'est un gars qui a pris une imprimante thermique, qui a fait un tool qui connecte ça à son GitLab. Et il fait en sorte que son imprimante thermique lui sorte des tickets physiques quand on lui donne des tickets. Nice. Au début quand j'ai vu le Stream Deck, je m'attendais à un gros bouton commit, un gros bouton push, un gros bouton revert. Ce serait marrant en vrai. Tu binds là-dessus. C'est cute en vrai, le petite note me fait penser au moment où Live Overflow avait réexpliqué le concept de Fur Overflow, mais il y a une commande McDonald's où en gros ça avait écho 2 fois la ligne de sa commande et la personne n'avait vu qu'une fois la ligne et ça avait overflow sur la commande d'après. Genre c'était juste une manière de voir le problème il s'est fait offrir un burger, mais juste t'avais les petits tickets comme ça et ça faisait vraiment genre le schéma de stack mais en tant que ticket de reçu, ticket reçu. Donc faut être dans la voiture derrière. Oh, la chance. Ça dépend, est-ce que c'est de la socket poison ou est-ce que juste t'arrives à toi passer 2 fois je ne sais pas. Alors, on enchaîne sur l'avant-dernier. NPM Audit is broken by design. Quelqu'un qui dit on ne blâme pas les gens, on ne blâme pas les devs, juste il y a des mistakes qui ont été faites sur NPM et son fonctionnement. Parce que le simple fait de faire un NPM Audit dit il y a 20 000 critiques alors qu'il y en a très peu qui vont vraiment impacter le projet. Il y en a plein qui sont mis en tant que médium alors que c'est des self-DOS ou des trucs que jamais on va en avoir quelque chose à faire si c'est du front-end. Et un peu quelque chose à faire si c'est du back-end, mais même pas tant.
Et le fait surtout que maintenant, quand on fasse un npm install, par défaut, il fasse un npm audit. Ce qui fait qu'un newcomer qui découvre un peu le système et fait npm install, lui il faisait le test avec React quelque chose. Voilà, npm create React application, my application, et bam, d'office, il vient de créer un truc en latest, il y a déjà 5 failles dedans. T'es débutant, tu vois ça et tu commences, alors que t'as même pas fait la moindre ligne de code dans ton projet, on te dit t'es vuln, et by the way, si tu veux fixer ça, faut aller faire une PR dans l'un des 3 projets pour que ce soit backport. Le temps que tu fasses ça, il y aura des nouvelles de vuln. Genre juste, t'as envie de mourir, en tant que débutant, t'as envie de mourir, c'est à ça. Donc c'est dommage, donc faut pas faire ça, et donc il dit juste, maintenant qu'on sait que c'est vuln et que souvent ça nous affecte pas, donc il fait bien sûr l'analyse de le npm audit, le sien, et il dit voilà pourquoi ça me saoule, et il dit by the way, maintenant je vais aller sur tous les projets que je peux, et dès que je vois des issues remontées par npm audit, je vais les auto-close. Voilà, il va faire le terminator de ce genre d'issue. Et du coup il propose en termes de fixe, en termes d'approche pour fixe ça. Alors, mettre les dependencies dans dev dependencies et du coup faire un npm audit que de l'env de production. Ça déplace le problème, même lui dit, l'idée elle est pas ouf. Fair enough. Là actuellement npm install utilise les données en raw de npm audit, donc on va quand même avoir plein de faux positives et c'est relou. Tous les pros en sécu vont le dire que de toute façon, parler d'une faille dans une dev dependency, c'est déjà la fin du game parce que on a fait le npm install, donc on trust déjà le développeur, donc autant le trust pour faire un pré-tri des dépendances, pour faire un pré-tri de celle-là, on acknowledge le fait d'un espèce de point npmrc propre à chaque projet ou chaque lib qui disent oui, il y a ça, mais elle acknowledge qu'on peut la passer sous silencieux. C'est double tranchant parce que c'est une faille sous silencieux de manière arbitraire, mais d'un côté, comme il le dit, on trust déjà ce dev, on a déjà son code qui tourne chez nous, donc autant lui faire confiance sur ce choix-là et ne pas faire l'histoire de. C'est quoi, c'est Pierre qui crie au loup? Pierre et le loup? Pierre et le loup, ouais. Wolo. Il dit il y en a quelques-uns qui s'amusent à juste inliner les dependencies pendant qu'ils packagent un software. Donc en gros, c'est la gestion des dépendances est devenue tellement chaotique que les gens préfèrent faire un bon gros binaire avec tout dedans ou un bon gros package, un tar gz avec tout dedans. Comme ça, ils s'embêtent plus à relay sur des npm install qui vont tout casser. Mais du coup, ça fait qu'on a un gros blob mais qu'on peut plus ajouter d'autres librairies de manière un peu plus dynamique. Donc en fait, c'est utiliser npm pour préparer quelque chose, mais bloquer tout usage d'npm après ce projet. En tout cas, tout usage qui ne soit pas du tricot, débugage pour quand même en bénéficier. Donc, c'est complicado. C'est complicado. Et permettre un way de counterclaim les failles trouvées dans le report. Donc en gros, le fait de pouvoir faire un npm audit et pas avoir besoin de fixe, de pouvoir aussi avoir un /ignore comme on a dans semgrep, sneak, ref et j'en passe. Tous les projets, PyPy, etc. Donc voilà, concrètement, il a dit je fais du dev depuis longtemps, je sais pas si j'aurais fait mieux que vous, mais actuellement, l'implème elle est éclatée, faut qu'on en prenne conscience et qu'on réfléchisse collectivement sur une solution. Bon bah, fair enough. Il n'y a plus qu'à. Bonne chance. C'est le chat en même temps. Les c'est deux ça. commentaires m'ont fait rire. Je suis en train de lire les commentaires. Il devrait vraiment se faire chier. Il a vraiment dû être embêté par ce genre de problème. Alt F4, le dev c'est pas pour moi. J'avoue. Mais après, c'est un dev web, CTRL W, ça suffit. Ça et Dependabot qui t'attrape par le col à chaque fois que tu ouvres ton repo. C'est Dependabot ou Renovabot fonctionnent bien mais sont chiants. Moi j'ai fait une approche différente qui est qu'en fait j'ai désactivé ça, mais dans mes pré-commit hooks j'ai un système où dès que je ressource le projet et qu'il voit que ça fait un peu de temps qui est passé, il va automatiquement faire un npm install, npm add, pdm install et essayer de bumper tout ce qu'il peut. Donc by default, quand je rentre dans mon projet, ça me dit by the way t'as pas update depuis longtemps, est-ce que t'as envie de mettre à jour? Ça prompt oui, non. Bon, bah souvent tu mets oui et go. Donc c'est quand même plutôt sympa, plutôt efficace. Dernier article pour conclure cette session. J'ai mis, regardez le petit curseur là, comment il est petit. J'ai mis ma vie à le lire. J'étais en train de rentrer. Il y a pas marqué, tu sais, estimation de temps? J'ai pas vu. Tout au-dessus, non, peut-être? Peut-être.
Quand ça dépasse les 2 heures, ils me le mettent. Attends, déjà, 6300 mots. voilà, j'ai vu 6200 mots, frère. 300 mots. Ouais. C'est de la lecture ou je lis un livre? Bah écoute, moi j'étais en train de rentrer de GoTech, j'étais fatigué, j'étais en galère. Honnêtement, j'ai failli m'endormir sur des articles d'exploitation binaire et au final j'ai fini par me réveiller en regardant ça. Et donc c'est un gars qui a, il me semble, 17 ans de carrière en infosec, hein, ou peut-être 20 ans et qui a vraiment tryhard, qui est là, non, les buckets S3 existent depuis 18 ans et lui il bosse dedans depuis assez longtemps maintenant. Et il a voulu faire un gros texte sur l'évolution, le pourquoi, le comment. Vu qu'il est plutôt haut placé. Dans ces cas, Today I'm publishing guest post from Andy Warfield, VP et Distinguished Engineer at S3. Et donc c'était pour Use Next Fast. Et concrètement, il explique un peu sa carrière, un peu l'évolution de S3, un peu l'évolution d'Amazon, un peu l'évolution des labs qu'il a pu faire avec les étudiants qu'il a eu et le fait que donner des bonnes idées aux gens pour leur dire tiens, ce projet est incroyable, tryhard-le, ça ne marche pas. Il faut juste attendre que des gens essayer de faire naître des idées sympas chez eux et attendre qu'ils aient envie de le faire et ensuite les aider autant qu'on peut. Mais on ne peut pas hinter des gens sur les mêmes choses qu'on aime. Donc il va falloir que j'arrête de dire à tout le monde de faire du Golang. Mais Ou faire du web. En fait, du web quand même, faites des choses. Mais bon, en tout cas, c'était trop cool. Vraiment, il y a un peu du storytelling. Il est très lent, donc je pense qu'on va bénéficier du fait que GPT-4 maintenant ait du text to voice, voire même le text to image pour demander des illustrations et pour demander de se faire lire les articles. En tout cas, moi, je vais de plus en plus faire de R&D en text to voice. Ça marche bien. Voilà, juste l'article est génial. C'est un mec qui part de moi je suis venu parce que je voulais du change technique et je m'étais prêt à affronter de la tech et à faire scale des choses et à tacler des trucs. Mais en fait, les gens sont compétents et j'étais là pour manager, donc j'ai dû apprendre à gérer de l'humain, à voir l'écosystème S3 qui est énorme en tant qu'un petit truc parmi une boîte qui est énorme et en tant qu'un truc énorme composé lui-même d'autres équipes qui elles-mêmes sont énormes. Mais surtout, c'est pas de la tech, c'est la tech, l'humain qui l'utilise, l'humain qui le maintient. Et du coup, en prenant tout ça en compte, il s'est fait une espèce de gros remise en question, repositionnement sur comment laisser les gens own les sujets et du coup être plus impliqués et plus passionnés. Et voilà. Et quand on voit quand même, il parle même, l'article va même sur le détail de pourquoi est-ce que les hot disk, enfin les HHD ou encore leur utilité, les hard drive, pourquoi est-ce que les SSD sont mieux dans beaucoup de cas, quels ont été les facteurs d'amélioration, quelles sont les limites physiques et matérielles de l'un ou des autres, parce qu'ils expliquent par exemple que côté taille de stockage, on a fait genre fois des millions et la taille du disque a été divisée par des millions, mais le temps d'accès il s'est amélioré en x5 ou x50, mais pas beaucoup plus. Parce qu'il y a de la putain de physique derrière, il y a un plateau qu'il faut faire tourner, il y a une tête qu'il faut déplacer, et tant qu'on n'a pas pris le temps d'avoir une approche différente. Alors, c'est pas en améliorant la bougie qu'on va inventer le SSD. Voilà, c'est ça l'expression. Donc voilà, je suis désolé. J'ai des problèmes. Mais en tout cas, voilà, très très sympa, et ils font une allégorie aussi, une comparaison qui m'a régalé. Comparer la précision d'une tête de lecture de HDD, c'est comparer un Boeing, un 747, ouais, Boeing, je pense, qui volerait à l'épaisseur de 2 feuilles de papier des herbes qui sont sur le sol, et une piste de lecture sur un disque de HHD serait l'équivalent de, comment ils disent, donc à 75 miles par hour. Ça fait des maths. 40 km/h à peu près. Alors 120? ça fait 120 à skip. So close. So close. Donc c'est un Boeing qui va à 120 km/h, qui vole à 2 feuilles de papier de hauteur de l'herbe, et donc on a dit que ce serait la largeur de la piste, ce serait 5 petites herbes, et la profondeur, c'était 1 ou 2 ou un truc comme ça. J'ai vraiment du mal à lire et parler en même temps. Et il dit, ah oui, par contre, des fois, on rate des bits. On rate, juste, on lit mal, on décode l'information. Il y a un peu de fault correction. C'est comme si, alors que ton avion fait le tour de la Terre à 120 km/h et lit des trucs d'une précision monstrueuse, et raté seulement un brin de feuille dans son comptage,
tous les 25 000 tours. La comparaison est folle. La comparaison, Joyce, t'as rien compris. Disque HDD, tête de lecture, much précision. Much précision. C'est comme si tu avais un avion qui essayait de lire la donnée sur des grains de sable au sol et qui, au bout de 25 000 tours en étant à 120 km/h, finissait par rater un grain de sable de temps en temps. C'est un truc de malade. C'est ouf la tech. Incroyable. Et voilà, et ils expliquent aussi, dernier petit point qui m'a quand même régalé, c'est les phénomènes d'émergence où un HHD à échelle locale, bah, il va être jamais utilisé et des fois à faire des gros pics parce qu'il va charger un gros fichier. Et quand tu as tellement de disques, genre chez eux c'est des pétabytes de données stockées, bah, il y a tellement de données utilisées partout en temps réel qu'en fait ça lisse complètement la courbe d'utilisation. Tout devient forecastable, prévisible. Et la manière dont ils s'arrangent pour répartir les disques pour pas qu'il y ait 2 points d'usage utilisés très fortement. Donc en fait, tous les disques stockent énormément de données, mais vu qu'une donnée est répartie des fois sur N disques, enfin, tout le temps sur N disques, et ben au final, c'est très rare qu'un disque ait un gros pic d'utilisation. Ils vont tout le temps être utilisés qu'une fraction du temps et faire ce pourquoi ils sont les meilleurs, stocker, point barre, et attendre le jour où il y en aura besoin. Donc voilà, article très très cool qui m'a clairement mangé 40 minutes je pense parce que je voulais vraiment le lire et bien comprendre. Mais faut pas y respecter, il a dû mettre tellement plus longtemps à l'écrire que c'est pas cher payé. Voilà. Messieurs, petit mot de la fin. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a envie de rajouter quelque chose? J'allais chercher une blague là. Tu sais, un jeu de mots con encore. Je sais pas là comme ça. Utiliser Hannah Montana Linux. Ça peut être un prérequis, en effet. Ça veut dire prochain stream soit Hannah Montana, hein? Non. En vrai. Trop de pas le temps. C'était LOL, je crois, le prochain stream. Ah oui, c'est vrai. Mobile Legends, ok. Mobile Legends, ça va être très drôle. Des fois ça marche, des fois je vais me faire cracher dessus. Bon, anyway, petit récap, parce que je vais devoir filer d'ici pas si longtemps finalement. Viendez sur le Discord, on va le puber en public, invitez vos copains. C'est vraiment fait pour être community based, pour ajouter des sujets, pour inviter des guests, pour faire des petits projets un peu plus sympas. Et voilà, lancer un petit truc entre copains. Merci les gars d'être venus co-animer parce que c'est toujours plus, même si c'est moi qui parle beaucoup, c'est toujours vraiment plus agréable de faire ça avec des gens que j'aime bien et plaisir d'envoyer des petites blagues. Hein. C'est fait pour. Et quoi? Ah oui, si, on se voit à Gruac. On se voit à Gruac vendredi. Ouais, on se voit tous, ouais. Yes. Moi j'y serai. Easy Spa, Dry, je pense pas. Ouais, mais le bien que j'y serai pas, hein. Bah, t'y seras pas. Ramenez des goodies. Qui c'est qui a pas réussi à se réveiller, hein? Et en vrai, alors j'ai une vraie excuse. Pas d'excuse. J'étais malade. Ouais. Je vais appeler, mais. Ah, Justin Bieber Linux, non. Si, il existe aussi. Piano, waouh. Mais oui. Mais Merci, tu te rappelles pas, on avait chat. fait une présentation avec Noodle par rapport à ça? Le fort caustique de Justin Bieber, bah c'est ça. Oui, ok, j'ai. Attends, pour voir. Ouais, non, mais tu connais ma mémoire. Ça va. Sur ce, nous allons split. Les replays arrivent comme d'hab d'ici quelques jours, moyennant j'ai le temps de les faire avant de partir à la Grac. Et voilà, passez viewers une très bonne soirée. Fin de soirée plutôt. Ouais, une bonne Là soirée. c'est là bien débordé, hein. C'est ça. Et je pense que je vais retenter de faire comme la dernière fois, Red Channel. Ah, il est plus en stream Virtu. Ah non. Oh non. Oh no. Personne connaît un streamer en rapide là? Attends. Si, il est en stream, Ah. Passez une bonne soirée, on raid Virtu et des bisous à la prochaine, mardi prochain, normalement. Salut. Salut. Bonne chose. Et normalement, c'est Red Dead. Bisous.